Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent du Mali. Le groupe minier canadien Barrick Gold contraint de fermer ses portes ce 15 avril. Les autorités maliennes ont ordonné la fermeture donc des bureaux de Barrick Gold. Les bureaux sont fermés pour non-paiement d'impôts en toile de fond. Cette crise entre le groupe minier et les autorités maliennes depuis un moment avec la réforme du code minier au Mali et les implications de cette réforme. Les deux parties n'ont pas pu s'accorder. On en arrive finalement à la fermeture des bureaux de Barrick Gold. Nous en parlons avec nos invités. Je veux bien commencer par vous, Credo Tété. L'affaire dure depuis plusieurs mois, mais finalement, les deux parties n'ont pas pu s'entendre pour laisser cette entreprise continuer. Ces bureaux sont fermés pour non-paiement d'impôts. Oui, Guillaume, il faut dire que cette situation, ce n'est que la conséquence du conflit entre Bamako et le groupe minier canadien qui durait depuis des mois à propos du complexe de Loulo-Gounkoto à l'ouest du Mali où ce groupe minier canadien détiendrait ou bien détient 80% et l'État malien qui n'a que 20%. Donc c'est vrai qu'à un certain moment, le contrat préalablement avait été signé entre l'État malien, on parle aujourd'hui de la continuité de l'État, de l'administration, mais quand Assimi Goïta a pris le pouvoir, donc ils ont manifesté l'intérêt de rediscuter les termes même de ce contrat, mais cela s'était achoppé à disons à la réactivation ou bien disons aux retouches même du code minier. Donc c'est là où ça n'a pas pris entre le groupe minier canadien Barrick Gold et l'État malien. Donc on doit également faire allusion aux réformes qui ont été apportées, disons, au code minier en 2024, où l'État malien réclame des centaines de millions de dollars d'arriérés de ces paiements à cet industriel. Donc là, cette situation n'étant pas réglée ou bien n'ayant pas trouvé des approches de solutions durables à amener aujourd'hui à la fermeture. On constate la fermeture pour non-paiement d'impôts d'après les services fiscaux du Mali. Donc là, c'est une situation assez préoccupante. Même avec les 20%, on suppose que des Maliens participent ou bien tirent un tant soit peu profit, ce qui serait insuffisant pour l'État malien. Mais j'aurais souhaité que qu'on n'aille pas à cette fermeture systématique, mais qu'il y ait des poches d'ouverture pour que et le groupe canadien et l'État malien puissent, dans l'intérêt des populations, bien dans l'intérêt des deux entités, rediscuter pour que cela puisse marcher entre les deux États. Mais aujourd'hui, la situation ou bien la tension est tellement vive que l'État malien est passé à la vitesse supérieure pour fermer les bureaux de Barrick Gold. Mais je me dis, au-delà de la fermeture, est-ce qu'il y a des portes d'ouverture? Est-ce que les négociations sont encore possibles entre le Mali et le groupe minier canadien? Donc ça, c'est la grande interrogation, parce que fermer les bureaux de ce groupe canadien, cela suppose que l'exploitation minière ne se fera plus. Mais quel est, disons, le plan B de l'État malien? Est-ce que l'État malien a trouvé un autre groupe minier pour une exploitation dont le taux de pourcentage qui va revenir au Mali sera assez conséquent pour les intérêts supérieurs du peuple malien? C'est également une interrogation. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Pasteur Edo, finalement, comme je le disais, l'État malien et le groupe Barrick Gold n'ont pas pu s'accorder pour laisser l'entreprise continuer à tourner. Le fisc a fermé finalement, a demandé la fermeture des bureaux de Barrick Gold, surtout pour non-paiement d'impôts. Vous savez que la priorité dans les pays de l'AES, c'est la nationalisation ou le contrôle souverain sur les secteurs miniers. Ça, c'est la priorité dans tous les pays de l'AES. Et du coup, que ce soit au Niger
au Burkina comme au Mali, je crois que c'est très important et ce n'est pas du tout négociable. Ce n'est pas du tout négociable. Et surtout que la part qui revenait au Mali est de 20% et celle du groupe canadien 80%. Vous savez que l'or fait plus de 10% du PIB du Mali. Et donc, je crois que c'est un secteur à ne pas négliger pour la plupart comme la plupart des pays de l'AOS. Donc, du coup, la situation aujourd'hui, c'est qu'il est temps pour que ces multinationales occidentales puissent comprendre que ce qui est dans notre sous-sol doit d'abord nous profiter. C'est vrai que nous n'en avions pas des moyens à l'époque pour pouvoir les exploiter. Et du coup, l'exploitation pose de sérieux problèmes. Mais aujourd'hui, nous disposons des ingénieurs, des compagnies nationales qui peuvent exploiter ces ressources pour que les recettes puissent revenir à nos pays. Peut-être que quelque part, la réforme, la modification, la réforme du code minier qui date de 2024, c'est là où peut-être qu'au niveau des négociations, on ne s'est pas compris. Parce qu'on parle de la rétroactivité, on parle de la rétroactivité des taxes qu'il faut calculer sur les périodes antérieures. Mais je ne sais pas, quand on a pris connaissance des tests, on n'a pas vu comment est-ce que dans l'entame des négociations, puisqu'il y a eu des négociations, il y a eu qui auraient abouti quand même au versement d'une première tranche, d'une première tranche au gouvernement. Mais du coup, je crois quand même que ce qui est aujourd'hui, la forme qui est possible, c'est de ne pas définitivement arrêter l'exploitation. À moins qu'il y ait un plan B qui pourrait pérenniser, poursuivre l'exploitation. Parce que ce secteur-là, on ne va pas du tout quand même arrêter ce secteur du coup. Certainement que les autorités maliennes ont un certain plan B qui pourra permettre de reprendre, poursuivre l'exploitation. Maintenant, le bras de fer est là. Il faut quand même qu'on trouve une solution. Et la solution aujourd'hui, c'est que à partir de la modification et de la réforme du code minier, il est impératif que le gouvernement malien prenne les choses en main. Même en continuant à travailler avec cette société pour que la part qui doit revenir au Mali puisse être conséquente. Maintenant, vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ces sociétés. Alors, il y aura quand même des conséquences, peut-être des conséquences qui ont été minorées par les autorités maliennes. Mais moi, ce que je sens aujourd'hui, c'est que les autorités des pays de l'AES ont décidé, parce que, sachant que ces pays qu'on qualifie souvent des pays pauvres, on les qualifie des pays pauvres, mais c'est des pays qui sont scandaleusement riches en ressources minières. Bon, du coup, la situation actuelle peut facilement aboutir à un consensus, à un compromis pour permettre au Mali d'avoir une main mise sur l'exploitation de son nom, comme je dis, qui est un secteur très important. Merci beaucoup. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour une autre question. Robert Kosiga a quitté Barrick Gold, est contraint de fermer ses portes. Ils n'ont pas pu s'accorder avec le gouvernement malien, fermé pour non-paiement d'impôts. C'est la rétroactivité de cette nouvelle loi qui me pose moi un problème. Ça, c'est ce que disent les responsables de Barrick Gold, puisque jusque-là, l'État malien n'a pas encore sorti de communiqué officiel pour donner sa version. Est-ce que sur le plan commercial, les lois ont une rétroactivité? Puisque généralement, dans les cas sociaux, on dit que la loi n'est pas rétroactive. C'est ce que moi je sais. Mais est-ce que au plan commercial, les lois sont rétroactives? Si oui, je pense quand même que Barrick Gold doit passer à la caisse, simplement. Maintenant, si la loi est lourde, il faut rentrer dans les négociations tout en acceptant le principe, mais discuter avec les autorités maliennes pour que on puisse leur trouver peut-être un moratoire ou trouver peut-être un canevas par lequel on peut baisser un peu le taux d'impôt
et un moratoire qu'ils doivent respecter pour que voilà, il y ait une confiance entre eux et les autorités maliennes. Maintenant, l'autre côté, ce que moi je propose, ne serait-il pas mieux que le Mali rentre dans le capital de cette entreprise-là, pour que voilà, soit l'entreprise est 50% ou 51%, le Mali est 49%, et que le Mali mette des responsables à des postes importants dans des nationaux maliens, dans des postes importants dans cette entreprise, pour que soit sur le plan d'extraction, sur le plan comptabilité et autres, pour que le Mali ait l'œil sur tout ce qui se fait, pour que voilà, au finish, au niveau des impôts, le calcul de l'assiette voilà, du taux fiscal soit réglé par rapport aux intérêts maliens. Ça, c'est ma proposition. L'autre côté, ne serait-il pas mieux que le Mali confie la gestion de son nom aux nationaux? Voilà. S'il y a des entreprises nationales qui connaissent comment alors manipuler ou exploiter les mines, pourquoi ne pas leur confier cette richesse-là pour que la devise puisse rester au Mali? En tout cas, entreprise nationale à part les sociétés d'État qui... Non, disons, à part les parts de l'État dans les entreprises étrangères, je n'en connais pas. Peut-être les exploitations artisanales, oui. Non, mais il peut y avoir des privés, il peut y avoir des sociétés privées. Peut-être pousser les gens à investir dans ce domaine. Voilà, pousser les Maliens ont beaucoup de sous, les pousser à investir dans le secteur minier pour que voilà, ils puissent avoir plus de devises au Mali. Parce que même si c'est dans le secteur privé, le privé ne va pas expatrier ses fonds. La plupart de ces fonds resteront au Mali et bénéficiera l'État malien autre. Voilà. Merci beaucoup à vous, Robert Kossiga. Alors, Credo Tété, la situation est telle que déjà, il y a eu précédemment une saisie des stocks de ce groupe minier, puisque le bras de fer continuait. Le groupe avait prévu saisir les instances internationales pour trouver une solution à la crise. Mais là, on en vient à la fermeture. Est-ce que la fermeture permettrait de trouver la solution? Parce que, comme je le disais, l'État malien n'a pas encore donné sa version. Donc, on risque aussi de ne pas prendre en compte tous les paramètres. Mais selon Barry Gold, ils ont déjà commencé un paiement. Il y a une sorte d'accord qui a été trouvé avec le ministère, mais ce n'est pas encore signé par le gouvernement. Et voilà, on ferme. Est-ce que la fermeture permettrait de résoudre le problème? Non, nous analysons ce sujet par rapport à une communication du groupe minier canadien. Donc il faut porter des gants. Il faut porter des gants, c'est là où c'est très important. Et l'axe principal de cette communication du groupe canadien, c'est d'insister sur la contrainte. Donc c'est que, autrement dit en français facile, l'État malien nous a obligés à fermer nos bureaux. Donc là, si on voit que dans un premier temps, ils ont déjà manifesté l'intention, bien ont déjà fait un premier versement, je me pose la question naïvement, sur quelle base ce premier versement a été fait? Est-ce qu'il ne faudrait pas chercher plutôt à consolider cette base et continuer l'exploitation que de jouer à la victime pour présenter l'État malien comme un État oppresseur, un État qui veut leur arracher leur business? Le pasteur Dokomi parlait d'un fait très important. Le groupe canadien n'est pas sur son territoire pour faire cette exploitation. C'est sur le sol malien. Donc il va falloir que ça profite à plus de 40%, bien 50% aux Maliens. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'il y a une entreprise malienne à la taille du groupe canadien Barry Gold, mais l'État malien, je crois que dans ses précédentes communications, voudrait voir sa part ou bien son taux voir évoluer les 20%, voir évoluer les 20% peut-être à 40% ou bien à 50%. Pour essayer de garantir l'essentiel des retours de fonds pour le peuple malien. Est-ce que c'est ce que revendique l'État malien? Apparemment, non. Non, l'État malien, il y a quelques mois, l'État malien a manifesté son intention
de voir évoluer les 20%. Mais en attendant d'aboutir à ça, parce que ça sera une discussion assez difficile pour l'augmentation de ce taux, parce que le groupe canadien va dire tout ce que nous avons mis pour l'exploitation, il n'y a pas eu d'apport de l'État malien. Donc, ça va être des négociations. Ça va être des négociations. Nous parlons si l'État malien pouvait avoir 40%. Mais là, ce n'est que du sujet vers complément que nous sommes en train de faire. Mais l'État malien et le groupe canadien, même aller jusqu'à une augmentation de 5%, ils vont calculer les pertes que eux, ils auront. Donc là, pour le groupe canadien Barry Gold, ils ne sont pas venus pour faire des aides humanitaires en griffe au Mali. Donc ils sont venus exploiter les ressources minières du Mali pour pouvoir en faire des profits à seule fin de pouvoir développer leur pays ou bien leurs entreprises dans les autres pays. Donc on ne peut pas les accuser également pour ces intentions. Mais l'État malien doit rapidement communiquer pour essayer d'avoir l'équilibre de l'information. Parce que si le groupe malien communique déjà, le groupe canadien communique déjà par des types de médias que nous connaissons en termes de manipulation de l'opinion, de manipulation de l'information. Donc, je crois que ça sera préjudiciable à l'État malien, aux actuels dirigeants. Parce que le groupe canadien parle de quoi? D'une contrainte. Donc, si nous partons, donc c'est parce que nous avons été contraints. Contraints par qui? Logiquement, par l'État malien. Donc, il va falloir que l'État malien communique. Le premier versement a été fait sur quelle base? Est-ce que c'est une mauvaise volonté par la suite du groupe Barry Gold de continuer les termes en 30 griffes négociés à mi-parcours, ou bien l'État malien a été plus exigeant envers ce groupe canadien? Donc c'est là où j'ai apprécié dans l'un de tes développements, tu as porté assez de gants pour dire l'État malien n'a pas encore communiqué. L'État malien doit communiquer pour qu'on puisse faire la part des choses. Mais ce qui est essentiel, il faudrait que nos ressources, les ressources de nos sous-sols africains profitent aux Africains prioritairement. Merci beaucoup à vous. Credo Tété, alors Pasteur Edo, comment comprendre que déjà il y a eu cette saisie, il y a de cela, je pense c'était en février, et puis le bras de fer engagé depuis n'a pas pu permettre de trouver une solution. Barry Gold n'a pas exclu la possibilité de saisir les instances internationales pour trouver une solution, mais le même groupe annonce qu'il y avait eu des discussions avec le gouvernement malien, ou du moins avec le ministère de tutelle, et qu'il y aurait eu déjà un premier versement. Comment comprendre qu'au-delà de toutes ces informations données, on arrive aujourd'hui à fermer cette mine? Non, je crois que Credo a dit quelque chose de très important tout à l'heure, parce que jusqu'à présent, tout ce que nous analysons ici nous vient de... Les informations que nous avons nous viennent des médias occidentaux, et dont on sait qu'ils sont experts à la manipulation. Qui ont la version de Barry Gold. Et vous avez vu comment ils amplifient cela. Ces médias ont tellement amplifié. On n'a pas encore eu la version de l'État malien. C'est vrai qu'ils ne sont pas des philanthropes. Mais à un moment donné, nous sommes en train de savoir aujourd'hui que les prédécesseurs, les dirigeants maliens, avant ceux qui sont aujourd'hui leurs prédécesseurs, ont bradé l'or. Puisque l'or, ça fait presque 10% du PIB malien. Donc, l'ont bradé. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont rendus compte que non, ça ne doit plus être ainsi. Et je crois quand même que le groupe canadien doit comprendre, puisqu'il y a même déjà un début d'exécution. Et où se trouve maintenant l'achoppement? Ça achoppe où? C'est justement le flou. Le groupe évoque une certaine volonté du Mali de faire une certaine rétroactivité de ce nouveau code minier adopté en 2024 et qui normalement devait prendre en compte juste les dates qui viennent après. Si rétroactivité devait y avoir, c'est parce que les autorités maliennes se sont rendues quand même que dans les transactions, il y aurait eu beaucoup de gaffes. Et c'est là justement qu'on n'a pas les informations. Justement, il y aura beaucoup de gaffes. Et quand vous prenez le Burkina Faso s'en sort aujourd'hui avec l'or. Avec l'exploitation de l'or au Burkina, ça ramène beaucoup d'argent
beaucoup d'argent dans le fils du Burkina Faso. Et donc, du coup, aujourd'hui, ce qui est fondamental, quelles que soient même les actions que le groupe va rester contre l'État malien, je crois qu'aujourd'hui, la souveraineté, la souveraineté et surtout la nationalisation, la volonté de nationaliser les ressources, le secteur minier de ces pays aura certainement le dessus. Et donc, du coup, moi, je pense que nous sommes en train de faire un travail sur l'analyse. D'analyse sur les informations que nous avons. Donc nous attendons fermement les autorités maliennes à communiquer sur le sujet pour que nous ayons l'ensemble des informations sur ce sujet. C'est très important parce que on peut aller jusqu'à 20%, on peut aller, et aussi il faut pas oublier cet aspect, ignorer cet aspect, parce que avec le groupe canadien, vous savez, quand vous prenez, c'est un groupe canadien, et donc c'est des gens qui sont toujours dans le collimateur des pays de l'AES, ça fait partie de l'Occident. Et donc, même, il aurait été même évoqué que des groupes rebelles, des groupes rebelles qui seraient autour de ces zones-là où on exploite l'or. Donc, ça aussi, c'est un aspect très important pour le gouvernement malien, parce qu'il y a la crise, il y a la crise sécuritaire, il faut en tenir compte. Et donc, le gouvernement malien pourrait décider d'en finir avec ce groupe et trouver et diversifier ses partenaires dans l'exploitation de l'or, qui est la ressource principale du Mali. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossigan, j'ai toujours cette question, cette préoccupation. Comment comprendre, au-delà des informations données, quand on suit la logique, il y avait déjà eu la crise avec l'adoption du nouveau code minier et les réclamations de l'État malien, une certaine incompréhension ou mésentente entre les deux parties. Barry Gold avait annoncé déjà saisir les instances internationales, mais n'a pas exclu les voies de discussion. On a eu un premier choc avec la saisie d'une part du stock. Après, Barry Gold annonce maintenant avoir versé certains montants et que des discussions seraient en cours ou bien auraient eu lieu avec le ministère de tutelle et qu'il y aurait d'ailleurs un accord, sauf qu'il n'a pas été signé. Comment comprendre la logique dans toutes ces informations que finalement, on n'attend pas, on n'annonce pas qu'il y a un accord ou qu'il y a un accord et qu'un point peut-être pose encore problème, mais finalement qu'on aille jusqu'à fermer comme si de rien n'était, comme si on n'avait rien discuté depuis l'annonce du nouveau code minier au Mali. D'abord, il y a cette volonté de souveraineté qui anime les autorités maliennes. Alors, basée sur cette volonté d'être un État souverain dans tous les secteurs de la vie et du fonctionnement de l'État, peut-être que les négociations entre Barry Gold et l'État malien alors patinaient, ça n'allait pas vite, ça ne prenait pas le rythme voulu par l'État malien, ou peut-être que l'État malien veut avoir une part belle des recettes de cette entreprise-là, et que jusque-là, l'entreprise ne s'ouvrait pas ou ne suivait pas alors la volonté de l'État malien. Donc, vous connaissez les militaires. Les militaires sont souvent très exaspérés, comme ça, si ça ne va pas vite. Donc, ils peuvent passer à l'action, c'est-à-dire fermer d'abord l'entreprise pour les pousser à obtempérer, à suivre alors leur décision, ou carrément les pousser à la sortie. Ça s'est passé. Cette fermeture ne devrait pas être comprise comme étant une fin totale de discussion. Non, c'est comme ça. Ça a commencé au Niger avec l'entreprise, je pense, française, Orano, et finalement, vous avez ça s'est débouché, ça s'est terminé sur le départ de l'Orano. Est-ce qu'on s'oriente vers un tel scénario? Oui, parce que vous savez, soit les autorités maliennes ont constaté que, quelle que soit la durée que prendrait alors Barry Gold au Mali, elle aura des réticences à suivre alors les instructions et les décisions du gouvernement. Donc, mieux vaudrait alors arrêter la collaboration là. Et c'est fini. Maintenant, moi, je suggère que si tant est que le gouvernement malien ne veut plus collaborer avec Barry Gold, il vaudrait mieux faire comme le Burkina, c'est-à-dire que
prendre les ingénieurs maliens qui s'y connaissent dans la raffinerie de l'or. Pourquoi ne pas peut-être implanter une raffinerie d'or au Mali pour exploiter alors son propre gisement? Et là, c'est fini là. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.